Qu'est-ce que je voulais dire? J'oublie les mots les plus simples. Je commence à perdre la mémoire. Ah oui, je voulais dire que très peu de temps après ça, on me cachait dans des caves, je vivais dans des greniers. Je m'étais transformé en chat, en chauve-souris. Si vous pouviez comprendre, si vous pouviez savoir à quel point c'est terrifiant d'entendre quelqu'un crier la nuit. Juste un seul cri. Quand un oiseau solitaire pousse un cri la nuit, cela fait toujours peur. Mais quand c'est un être humain, je ne pensais qu'à une seule chose, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Sinon, je n'aurais pas pu supporter tout ça, toute cette horreur. Je sortais du grenier uniquement la nuit, derrière des rideaux épais comme des couvertures. Un matin, on a ouvert la porte et on m'a dit « Sors de là, tu es sauvé ». Les troupes russes étaient entrées dans la ville. J'y repense même en rêve. Quand tout a-t-il commencé? 1988, des gens se rassemblent sur la place, ils sont en noir, ils dansent et ils chantent. Ils dansent avec des couteaux et des poignards. Le bâtiment du télégraphe est sur la place. Tout cela se déroulait sous nos yeux. On s'entassait sur le balcon pour regarder. Ils criaient « Mort aux infidèles ». Cela a duré longtemps, très longtemps, plusieurs mois. On nous empêchait de nous mettre aux fenêtres. C'est dangereux, les filles, restez à vos places et ne vous laissez pas distraire au travail. D'habitude, à l'heure du déjeuner, nous prenions le thé tous ensemble. Et voilà que brusquement, un beau jour, les Azerbaïdjanais se sont assis à une table et les Arméniens à une autre, du jour au lendemain, vous comprenez. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je n'étais pas encore consciente de ce qui se passait. J'étais amoureuse, je ne pensais qu'à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, les filles? Tu n'as pas entendu, le directeur a déclaré que bientôt il n'y aurait plus ici que des sangs purs, des musulmanes. Ma grand-mère avait survécu au pogrom des Arméniens en 1915. Je me souvenais de ce qu'elle me racontait quand j'étais petite. Lorsque j'avais ton âge, on a égorgé mon papa et aussi ma maman et ma tante et tous nos moutons. Grand-mère avait toujours les yeux tristes. Ce sont nos voisins qui ont fait ça. Jusque-là, c'était des gens normaux, on peut même dire des gens bien. Les jours de fête, on mangeait tous à la même table. Je me disais que c'était il y a très longtemps, qu'une chose pareille ne pouvait pas arriver maintenant. Je disais à ma mère, tu as vu, maman, dans la cour, les garçons ne jouent pas à la guerre. Ils jouent au massacre des Arméniens. Qui leur a appris ça? Tais-toi, ma fille, et les voisins vont t'entendre. Maman n'arrêtait pas de pleurer. Des enfants traînaient une poupée de chiffon à travers la cour, ils plantaient des petits bâtons dedans, des poignards. J'ai demandé à Orkan, le petit-fils de Zeynab, l'ami de maman. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vieille arménienne, on la tue. Tu es quoi, toi, Rita? Pourquoi tu as un nom russe? C'est maman qui m'a appelé Margarita. Elle aimait les prénoms russes. Toute sa vie, elle a rêvé d'aller à Moscou. Mon père nous avait abandonnés. Il vivait avec une autre femme, mais c'était quand même mon père. Je suis allé le voir pour lui annoncer que j'allais me marier.
C'est un gars bien? Très bien, mais il s'appelle Aboulphaz. Papa n'a rien dit. Il voulait que je sois heureuse. Et j'étais amoureuse d'un musulman, de quelqu'un qui avait un autre Dieu. Mais il n'a rien dit. Ensuite, Aboulphaz est venu demander ma main. Pourquoi es-tu venu tout seul, sans tes parents? Ils sont contre. Mais moi, je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Et c'était la même chose pour moi. Qu'allions-nous faire tous les deux avec notre amour? Ce qui se passait autour n'avait rien à voir avec ce que nous vivions. Rien du tout. La nuit, tout était calme en ville, calme et effrayant. Oh, je n'y arrive pas. C'est trop horrible. Pendant la journée, les gens ne riaient plus. Ils ne plaisantaient plus. Ils n'achetaient plus de fleurs. Avant, on voyait toujours des gens avec des fleurs dans la rue. Des couples qui s'embrassaient. Maintenant, c'étaient les mêmes personnes, mais elles ne se regardaient plus. Il y avait comme une tension dans l'air. On attendait quelque chose. Aujourd'hui, je n'arrive plus à me souvenir de tout avec précision. Cela évoluait de jour en jour. À présent, tout le monde connaît l'histoire de Sumgait. Sumgait est à 30 km de Bakou. C'est là qu'a eu lieu le premier pogrom. Il y avait une jeune fille de Sumgait qui travaillait chez nous, et un jour après le travail, alors que tout le monde rentrait chez soi, elle est restée dans le bâtiment du télégraphe. Elle dormait dans un kélibi. Elle pleurait tout le temps. Elle ne sortait plus dans la rue. Elle ne parlait plus à personne. Quand on l'interrogeait, elle ne disait rien. Mais lorsqu'elle s'est mise à parler, à raconter, j'aurais voulu ne pas l'entendre, ne plus rien entendre. Mon Dieu, mais ce n'était pas possible. Que s'est-il passé chez toi? Notre maison a été saccagée. Et tes parents? Ils ont emmené maman dans la cour, ils l'ont mise toute nue et ils l'ont brûlée vive. Ils ont obligé ma sœur enceinte à danser autour du feu, et quand ils l'ont tuée, elle, ils ont sorti le bébé de son ventre avec des barres de fer. Tais-toi, tais-toi. Papa, lui, ils l'ont découpé à la hache. On l'a reconnu uniquement grâce à ses chaussures. Tais-toi, je t'en supplie. Des hommes, des jeunes et des vieux se réunissaient à 20 ou 30. Ils faisaient irruption dans les maisons où vivaient les Arméniens. Ils tuaient et ils violaient la fille sous les yeux de son père, la femme sous les yeux de son mari. Tais-toi, je préfère encore quand tu pleures. Mais elle ne pleurait pas. Elle était trop terrifiée. Ils mettaient le feu aux voitures. Dans le cimetière, ils arrachaient les pierres tombales avec des noms arméniens. Même les morts, ils les haïssaient. Tais-toi, mais comment des gens peuvent-ils faire des choses pareilles? Nous avions tous peur d'elle. À la télévision, à la radio, dans les journaux, personne ne parlait de Sumgait. Il y avait juste des rumeurs. Plus tard, on m'a demandé comment avez-vous fait pour vivre après ça. Le printemps est arrivé. Les femmes ont mis des robes légères. Les fruits sont apparus. Il y avait toutes ces horreurs et autour de nous, c'était une telle beauté. Vous comprenez? Et il y avait la mer. Nous allions nous marier. Ma mère m'avait dit « Réfléchis bien, ma chérie ». Papa, lui, ne disait rien. Dans la rue, Aboulphaz et moi, nous avons croisé ses sœurs.
Je les ai entendus chuchoter. Pourquoi tu as dit qu'elle était laide? Regarde comme elle est jolie. J'ai dit à Aboulphaz si on allait juste à la mairie et qu'on ne faisait pas de cérémonie de mariage. Tu veux rire? Chez nous, on dit qu'il y a 3 grands jours dans la vie d'un homme. Le jour de sa naissance, le jour de son mariage et le jour de sa mort. Il était hors de question de ne pas fêter notre mariage. Sans cela, on ne peut pas être heureux. Ses parents étaient catégoriquement contre. Ils ne lui ont pas donné un sou pour la cérémonie, ils ne lui ont même pas rendu l'argent qu'il avait gagné. Mais tout devait être fait selon les rites, selon les traditions. J'aime les traditions azerbaïdjanaises, elles sont belles. Les marieurs viennent faire la demande une première fois aux parents de la jeune fille qui se contentent de les écouter. C'est le lendemain qu'ils accordent ou non leur consentement. Et on boit du vin. L'achat de la robe blanche et de l'alliance revient au fiancé. Il doit les apporter à la fiancée un matin. Il faut obligatoirement que la journée soit ensoleillée parce qu'on doit séduire le bonheur et conjurer les forces obscures. La fiancée accepte les présents, remercie le fiancé et l'embrasse en présence de tous. Elle porte un châle blanc, symbole de pureté. Le mariage, le jour des noces, les 2 familles apportent beaucoup de cadeaux. Une montagne de cadeaux avec des rubans rouges que l'on pose sur de grands plateaux. Et on gonfle des centaines de ballons de toutes les couleurs qui flottent pendant plusieurs jours au-dessus de la maison de la mariée. Plus ils flottent longtemps, mieux c'est. Cela veut dire que l'amour est fort et réciproque. Mon mariage, notre mariage, les cadeaux des 2 familles, c'est maman qui les a achetés. Et aussi la robe blanche et les alliances en or. À table, les parents de la mariée doivent se lever pour porter le premier toast et faire l'éloge de la jeune fille, puis les parents du marié font l'éloge du jeune homme. C'est mon grand-père qui a parlé pour moi. Quand il a eu terminé, il a demandé à Aboulphaz « Qui va parler pour toi ?»« Je vais le faire moi-même. J'aime votre fille, je l'aime plus que ma vie. » La façon dont il a dit cela a beaucoup plu à tout le monde. Sur le seuil, on nous a lancé de la petite monnaie et du riz pour le bonheur et la richesse. Et puis, à un certain moment pendant le mariage, la famille de l'un des mariés doit se lever et saluer la famille de l'autre, qui fait ensuite la même chose. Aboulphaz était tout seul à se lever, comme un orphelin. Alors je me suis dit, je vais te donner un enfant et tu ne seras plus seul. Je me le suis juré. Il savait déjà que j'avais été très malade dans mon adolescence et que les médecins avaient décrété que je ne devais pas avoir d'enfant. Il l'avait accepté du moment que nous étions ensemble. Mais moi, j'ai décidé que j'en aurais quand même un. Tant pis si j'en mourais, il lui resterait un enfant.